Une remarque, si H est le sous-espace affine défini par le point A et la direction grand H, et si M appartient à cet espace, alors H est aussi égal, on peut dire, est le sous-espace passant par M et de direction H. En effet, si j'appelle H' ce sous-espace défini par M et H, je constate qu'ils ont la même direction et que le point M qui appartient à H' appartient aussi à H. Et donc dans ces considérations-là, j'ai déjà vu que quand deux sous-espaces affines ont la même direction et un point en commun, ils sont égaux. Donc ils sont égaux. Droite AB. Donc si A est un espace affine qui n'est pas un singleton, donc qui est de dimension supérieure ou égale à 1, et si A et B sont deux points distincts de l'espace affine grand A, bien ce qu'on appelle la droite AB, notation entre parenthèses, c'est la droite définie par le point A et de direction donnée par le vecteur AB. Donc sa direction, c'est une droite vectorielle, c'est la droite engendrée par le vecteur AB. Donc c'est l'ensemble des points A plus U où U appartient à la droite engendrée par AB, donc c'est lambda AB. Donc lambda appartenant à K. Alors c'est un sous-espace affine, donc de dimension 1, puisque la droite vectorielle ici est de dimension 1. Alors on a évidemment AB qui appartiennent à cette droite, parce que pour avoir A, je prends lambda égale 0, et pour avoir B, je prends lambda est égal à 1. Tout sous-espace affine de dimension 1 est une droite affine, comme ça. En effet, si je prends un sous-espace affine de dimension 1, il est donc défini par un point A et par un vecteur U, qui engendre la droite vectorielle. Et donc, si je pose B égale A plus U, je peux remplacer U par le vecteur AB, puisque U est égal à AB. Et donc, ça me fait que H est défini par A et par ça. C'est exactement ça. Segment AB. Segment AB, c'est l'ensemble des points de la forme A plus lambda fois vecteur AB, lambda appartenant à l'intervalle 0,1 de grand R. Là, je prends K égale R. Alors évidemment, A et B appartiennent au segment, puisque pour avoir A, je prends lambda égale 0, et pour avoir B, je prends lambda égale 1. Alors, le segment est réduit au singleton A, si et seulement si A est égal à B. Et si A est différent de B, alors le segment AB est inclus dans la droite AB, et c'est une inclusion stricte. Démonstration. Si A est égal à B, évidemment, le segment AB, ça va être le segment AA, donc l'ensemble des A plus lambda AA, sauf que AA, c'est le vecteur nul, donc ça fera que le point H. Et puis, si le segment AB est réduit au segment A, à ce moment-là, B va appartenir à A, donc sera égal à A. Donc j'ai bien l'équivalence. Alors, si A est différent de B, évidemment, le segment A plus lambda AB, là, donc qui est égal à cet ensemble-là, non, le segment AB, je veux dire, l'ensemble des A plus lambda AB avec lambda appartenant à 0,1, c'est évidemment inclus dans l'ensemble des A plus lambda AB, lambda appartenant à R. Et comme A est différent de B et le vecteur AB non nul, eh bien ça me donne que le segment AB est inclus dans la droite AB. Alors elle est stricte parce que si je choisis M égale A plus 2AB, alors évidemment il appartient à la droite AB, ce point M, mais il ne peut pas appartenir au segment parce que sinon il serait de la forme A plus lambda AB avec lambda appartenant à 0,1. Et donc on aurait vecteur AM égale lambda AB, vecteur AM égale 2AB, ça on l'a déjà, et donc ça ferait que lambda serait égal à 2 qui n'appartiendrait pas à 0,1. Voilà, donc l'inclusion est stricte. Milieu du segment AB. Alors, le milieu du segment AB, c'est l'unique point I vérifiant vecteur AI égale vecteur IB. Et on a alors, et c'est comme ça qu'on voit qu'il est unique,
I égale A plus 1 demi de AB. Et comme 1 demi c'est compris entre 0 et 1, ça appartient, le milieu du segment AB appartient au segment AB. C'est pour ça qu'on parle de milieu du segment AB. Démonstration, dire que vecteur AI est égal à vecteur IB, ça équivaut à dire que vecteur AI est égal à vecteur IA plus vecteur AB, c'est la relation de Chasles. Je vais passer IA de l'autre côté, donc ça fait moins IA plus AI, donc ça fait 2AI égale AB. Et donc, j'obtiens que I est... Alors, j'obtiens d'abord vecteur AI est égal à 1 demi de AB, et donc I égale A plus 1 demi de AB. Et ça, comme il y a des équivalences là partout, ben ça assure l'existence et l'unicité, et puis ça montre qu'il appartient au segment A. Pour deux points distincts A, B de l'espace grand A, qui est dimension supérieure ou égale à 1, il passe une unique droite, et c'est la droite AB. Donc ça, c'est un des axiomes d'Euclide par deux points distincts. Il ne passe qu'une seule droite. Démonstration, bah déjà, AB, on l'a vu, passe par A et par B. Alors maintenant, si D est une droite qui contient A et B, alors vecteur AB est un vecteur non nul de cette droite. D'accord? Donc cette droite, la droite vectorielle, est engendrée par le vecteur AB. Et du coup, je peux dire que, puisque A appartient à la droite D, hein, je peux dire que la droite D, c'est A, elle est définie par A et puis par sa direction, et ben, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des A plus lambda vecteur AB, et donc c'est la droite AB. Voilà. Donc la seule droite qui passe par les points A et B, ben, c'est la droite AB, dont les points sont définis par A plus lambda vecteur AB, lambda appartenant à K. On dit que trois points A, B, C sont alignés si A est égal à B ou si C appartient à B. Je distingue les deux cas parce que quand A est égal à B, on ne va pas parler de la droite AB. Donc en particulier, les trois points peuvent être confondus. Ça peut être A égale B puis un autre point, donc, je veux dire qu'ils sont alignés. Et puis, si les trois points sont confondus, puis sinon, bah, C appartient à AB. D'accord? Là, C peut très bien être confondu avec A ou avec B. D'accord? Alors, si j'ai besoin de parler de strictement aligné, ben, je vais dire que les trois points sont 2 à 2 distincts. Ligne polygonale. On se donne n points A1, A2 jusqu'à n. La ligne polygonale A1, A2, AN qu'on note comme ça, qu'on dit aussi que c'est une ligne brisée, et la réunion des n-1 segments consécutifs, AK plus 1, pour K entre 1 et n-1. Alors les AK plus 1, ce sont les côtés de la ligne polygonale. A1, c'est son origine, et AN, son extrémité. Voilà un exemple, A1, A2, A3, A4, A5. Un point de la ligne polygonale, c'est un point qui est sur un des côtés. La ligne est fermée si AN est égal à 1. C'est donc le polygone A1, A2, AN-1, puisque AN c'est A1. Alors, polygone, justement, eh bien on dit que n points, donc A1, A2 jusqu'à AN, est un polygone A1, A2, AN, donc n supérieur ou égal à 3. Eh bien c'est la ligne A1, A2, AN, A1. D'accord? Mais quand on nomme le polygone, on nommait le A1 et on dit A1, A2 jusqu'à N. D'accord? Donc évidemment, il y a N côtés, qui sont A1, A2, A2, A3, etc. L'avant-dernier, c'est AN-1 à N, et le dernier, c'est AN1. Donc, par exemple, ça, c'est le polygone A1, A2, A3, A4. Et on rejoint le dernier au premier. D'accord? Donc là, il y a 4 côtés. Là, il y avait N côtés. Alors, là, on a un triangle. Donc là, c'est un polygone à 3 côtés, A, B, C. D'accord? Alors, on appelle A, on dit que A, B et C sont des sommets. Sommets. Là, c'est pareil, on peut dire que A1, A2 jusqu'à AN sont des sommets du polygone, sommets du triangle. Là, j'ai un quadrilatère, A, B, C, D, bon, bah, avec ses sommets là aussi. Alors, quand c'est un triangle, souvent, on tourne dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre, et quand c'est un quadrilatère, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? A, là, dans le triangle, alors là, j'ai défini ce qu'on va appeler un vrai triangle. Hein. J'en viens au triangle ABC. C'est un polygone, donc ABC, donc c'est la ligne ABCA. On parle de vrai triangle quand les points ne sont pas alignés. Dans ce cas-là, on sait qu'ils ne sont pas confondus, ils sont deux à deux distincts et non alignés. Donc dans ce cas-là, A, c'est le sommet opposé au côté BC, C, le sommet opposé au côté AB, et A et B, le sommet opposé au côté AC. Remarque que j'aurais dû faire avant, mais j'ai oublié. ABC sont alignés, si et seulement si, vecteur AB et vecteur AC sont collinéaires. Démonstration, ben, on sait que ABC sont alignés par définition si A est égal à B, donc là dans ce cas-là ça fait AB égale 0, ou si C appartient à la droite AB, c'est-à-dire est de cette forme-là, c'est-à-dire AC est égal à lambda AB. Dans les deux cas, évidemment, dans ce cas-là, comme il y a un des vecteurs qui est nul, ben, on peut dire AB et AC sont collinéaires, et là ils le sont aussi, dans les deux cas. Inversement, si les deux sont collinaires, soit AB est égal à 0, bon, bah, A égale B dans ce cas-là, soit AC est égal à lambda AB, et dans ce cas-là, j'ai C qui appartient, qui est de la forme A plus lambda AB, donc qui appartient à la droite qui passe par A et dont la direction est engendrée par le vecteur AB. Donc dans les deux cas, ABC sont alignés, c'est-à-dire qu'ici C appartient à la droite AB. Propriété, ABC, si ABC est un vrai triangle, hein, donc 3 points non alignés, hein, alors il existe un unique plan P contenant ABC, et ce plan P est défini évidemment par l'ensemble des points A plus lambda AB plus mu AC, où lambda mu appartient à quel. Démonstration, ben, si un plan P convient, alors vecteur AB et vecteur AC appartiennent à la direction de ce plan, et comme ABC ne sont pas alignés, AB et AC sont indépendants, et donc ils engendrent ce plan vectoriel. D'accord? Donc ce plan, ben, il est défini par le point A et par E, le plan vectoriel engendré par AB et AC. D'accord? Voilà. Alors réciproquement, ce plan-là convient. Pourquoi? Parce qu'il contient A. D'autre part, AB appartient à E et A appartient à ce plan. Donc B appartient forcément, puisque vecteur AB appartient à E. Donc B appartient, et de même C appartient aussi à ce plan. D'accord? Bon, bah, donc c'est terminé. Et puis ce plan, évidemment, si je prends cet espace, eh bien le plan, c'est l'ensemble des A plus lambda AB plus mu AC, lambda mu appartenant à quel? Hyperplan affine, bah, on dit qu'un sous-espace affine est un hyperplan si sa direction est un hyperplan vectoriel de la direction de l'espace, c'est-à-dire si l'espace est égal à cet hyperplan vectoriel, somme directe avec une droite, donc une droite engendrée par un vecteur U non nul. D'accord? Voilà, c'est ça un hyperplan vectoriel. Donc si A est de dimension finie, n supérieur ou égal à 1, ben, les hyperplans de A sont alors des sous-espaces, exactement les sous-espaces affines de dimension n-1. Pourquoi? Ben parce que dans ce cas-là, hein, on l'a vu en algèbre, les hyperplans vectoriels sont exactement les sous-espaces vectoriels de dimension n-1. Alors on reparlera un petit peu plus loin des hyperplans. On va faire un point maintenant sur les parallélogrammes. A est un espace affine de dimension supérieure ou égale à 2. Alors je rappelle que quadrilatère, ça signifie polygone à 4 sommets, donc quadrilatère ABCD. Donc AB, BC, CD, DA sont des côtés, ABCD sont des sommets, et AC, BD sont des diagonales. Alors, un parallélogramme ABCD, l'ordre des points a son importance. D'ailleurs ici aussi. C'est un quadrilatère ABCD, vérifiant vecteur AB égale vecteur DC. Et cette égalité est équivalente à celle-là, et à dire que les diagonales AC et BD ont le même milieu. Démonstration? Je vais partir de celle-là.
AB plus AD égale AC, ça équivaut à dire que AB plus AD égale chal AD plus DC. Je simplifie par AD, ça équivaut à dire que AB est égal à DC. Je repars de celle-là, cette fois-ci je fais intervenir chal ici toujours avec AB plus BC, et j'obtiens équivalent à AD égale BC. D'accord? Donc j'obtiens bien AD égale BC, puis avant AD égale DC. Je repars encore de celle-là, ça équivaut à dire, je sais que AB plus AD, ça fait 2AO, où O est le milieu de BD. On a déjà démontré ça. Donc ça équivaut à dire ça, et ça équivaut à dire que O est le milieu de AC. Donc ce point O, il est le milieu de BD et de AC, c'est un centre de symétrie pour le parallélogramme, d'ailleurs on l'appelle le centre du parallélogramme. C'est-à-dire que le symétrique de A par rapport à O, c'est C, le symétrique de B par rapport à O, c'est D. Soit un parallélogramme A, B, C, D. Alors, dire que A, B, C sont alignés, ça équivaut à dire que A, B, D sont alignés, que A, C, D sont alignés, que B, C, D sont alignés. Là, je démontre des choses évidentes. Démonstration, dire que A, B, C est aligné, ça équivaut... Alors, si B est égal à A, ça équivaut à dire que... Ça implique que tous les autres sont alignés, hein, parce que si B est égal à A, en fait, on se retrouve avec, en plus, comme on a AB qui va être égal à 0, et CD qui est égal à AB va être égal à 0, donc on ne se retrouve plus qu'avec 2 points A et C, donc ils sont tous alignés, bien sûr. Sinon, vecteur AC égale lambda fois vecteur AB. Et donc, à partir de ça, on a des tas d'égalités. Par exemple, si on veut faire intervenir AC et BC, on va avoir 1 moins lambda facteur de AC, parce que je fais intervenir C là entre A et B avec chal. Donc 1 moins lambda AC est égal à lambda CB que je fais passer de l'autre côté, plus lambda BC égale 0. Et ça implique, puisque BC est égal à AD, ça implique que je me suis trompé, parce que BC, je le remplace par AD, et je le fais passer de l'autre côté, ça équivaut à lambda DA. D'accord? Alors si lambda est égal à 0, ça veut dire que A est égal à C. Si lambda est différent de 0, ça veut dire que AD est égal à lambda moins 1 sur lambda AC. Donc dans les deux cas, je me retrouve avec A, C, D qui sont alignés. On en dit là, je viens de démontrer que si ABC est aligné, alors ACD est aligné. Bon. Par des manipulations de vecteurs, de la même façon, je démontre que les autres sont alignés. Bon, je ne le fais pas parce que ça consisterait à faire plein de fois la même chose. Si ABCD est un parallélogramme et que ABC, alors, de cette propriété, il ressort d'ailleurs que si ABC est un parallélogramme, dire que ABC ne sont pas alignés, ça équivaut à dire qu'ils ne sont pas alignés, qu'ils ne sont pas alignés, qu'ils ne sont pas alignés. D'accord ? En fait, il suffit d'avoir 3 points non alignés pour que aucun des 3 points, pour que les points ne soient pas 3 à 3 alignés. Voilà. Donc on parle de vrai triangle. Alors ABC, si ABCD est un parallélogramme et qu'ABC ne sont pas alignés, alors ABC, ACD, BCD sont des vrais triangles. D'accord ? Voilà. Bon, en fait, c'est des vrais triangles et s'ils ne sont pas alignés, je dirais aussi que ABCD est un vrai parallélogramme. Hein? Je disais ça pour les triangles, je le dirais aussi parallélogramme. D'accord ? Donc ABCDO sont planaires, AB est parallèle à CD et AD est parallèle à BC. Démonstration, l'unique. Bon, on sait que comme on a un vrai triangle, il y a un unique plan qui contient ABC, c'est ce plan-là, défini par le point A et les vecteurs AB et AC qui sont indépendants. Comme AD est égal à BC, D est égal à A plus BC, donc appartient à P. AO, vecteur AO, égale à demi de AC, donc il appartient aussi à P. Et O, O, je veux dire, est égal à A plus 1,5 de AC, appartient à P. Voilà.
c'est ce que je voulais. Donc j'ai bien A, B, C, D et O qui sont coplanaires. Et puis AB est égal à CD. Donc la droite AB est parallèle à la droite CD. D'accord. Alors il s'agit bien de droite, hein, parce que je suis avec un vrai triangle, vecteur AB, il est non nul. Hein. Vecteur CD non plus, bien sûr. AD égale BC, donc là toujours avec mon vrai triangle, BC il n'est pas nul, AD non plus, hein. AD est parallèle à BC, voilà. Donc tout a été démontré. Enfin une remarque, ABCD est un parallélogramme, ça équivaut à dire, ça j'aurais dû la mettre ici mais je l'ai oublié, que C est le translaté de D suivant le vecteur AB. Hein, si je fais la translation de vecteur AB, l'image de D, c'est C. En effet, ça vient du fait que DC est égal à AB. Donc C est égal à D plus AB. Voilà. Ce qui équivaut exactement à dire ça. Et enfin, si ABCD est un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles, on l'a déjà démontré. Alors les côtés qu'on appelle adjacents sont séquents. Alors au lieu de dire les côtés c'est des segments. Je devrais dire les supports des côtés sont parallèles. Hein. Et puis les droites qui passent par le sommet A, ben, alors des droites adjacentes, ben, par exemple en A, c'est ces deux-là, ben, elles sont séquentes, effectivement, c'est évident. Hein. BC et AB, elles sont séquentes tout simplement parce qu'elles ont un point en commun, par exemple AB et AD, et elles ne sont pas confondues parce que ABD, ABD est un vrai triangle, d'accord, puisque j'ai pris un vrai parallélogramme. Voilà. Réciproquement, soit dans le plan P, une droite D1 égale droite AB, D n'appartenant pas à D1, donc T1, D n'appartenant pas à D1, D2 la parallèle à D1 passant par D, d'accord, parallèle à D1, et alors on sait que AD et D2 sont séquentes en D, et je vais construire D3 la parallèle à AB passant par B. D3, c'est cette droite-là, parallèle à AD, qui passe par B, d'accord. Voilà. Donc en fait, comme la droite AD et la droite D2 sont séquentes, la parallèle à AD va être séquente aussi à D2. Donc D3 et D2 sont séquentes en un point que j'appelle C. Alors ABCD est un vrai parallélogramme. Démonstration. Donc D1 c'est la droite AB, c'est la droite définie par le point A et le vecteur AB. D2 c'est la droite qui passe par D qui est parallèle à B, donc c'est D et aussi avec un vecteur directeur AB. La droite AD elle passe par A, vecteur directeur AD. Et donc la droite D3 qui est parallèle, elle passe par B, vecteur directeur AD. C appartient à D2. Alors D2 c'est ça. Donc ça veut dire que DC est égal à lambda fois AB. C appartient à D3. D3 c'est ça. Donc ça veut dire que BC est égal à mu AD. Alors j'écris que BD, c'est BC plus CD, chal. Donc ça fait mu AD plus moins lambda AB. D'accord. Et donc ça fait que AD moins AB est égal à ça. Et je fais passer les AD de l'autre côté. Ça fait 1 moins mu AD. Et puis AB aussi de l'autre côté. Plus lambda moins 1 AB égale 0. Mais ces deux vecteurs-là sont indépendants. Donc les coefficients sont nuls, puisque j'ai une combinaison linéaire nulle. Donc mu égale 1, lambda égale 1. Et donc je remplace ici, d'accord, et ici. Et ça fait vecteur DC égale AB. Cette égalité me suffit. Hein, vecteur DC égale AB. Ça me suffit pour dire que ABCD est un parallélogramme. C'est même un vrai parallélogramme. Soit un quadrilatère, alors, conclusion, soit un quadrilatère ABCD dans le plan, hein, je suis toujours dans le plan, tel que 3 points quelconques ne soient pas alignés. 3 points quelconques ne sont pas alignés. Donc en plus, ils sont 2 à 2 distincts, bien sûr. Alors, ABCD est un parallélogramme si et seulement si les côtés opposés sont parallèles. Ça implique ça, on l'avait déjà démontré. Et quand on suppose ça, on se retrouve dans cette configuration-là.
d'où on déduit qu'on a un parallélogramme. Parallélisme. Alors, parallélisme, il y a deux notions de parallélisme, deux définitions possibles, le sens strict ou le sens large. D'abord au sens strict, qui est le plus courant. Deux sous-espaces affines H, H' de l'espace affine grand A sont dits parallèles si ils ont la même direction. On notera H parallèle à H'. Alors, soit A, un point de l'espace affine grand A, H, un sous-espace affine de grand A, alors il existe un unique sous-espace affine H', passant par A et parallèle à H. C'est H' égale à H. Bon, ça c'est évident, il n'y a rien à démontrer parce que il faut qu'il passe par A, donc c'est bien l'espace qui passe par A et qui a comme direction celle de H. Donc on voit bien qu'il y a unicité. Alors évidemment, il va se passer quoi? Si A appartient à H, si A appartient à H, comme H c'est AH, bon, H et H' vont être confondus. Maintenant, si A n'appartient pas à H, alors l'intersection des deux est forcément vide, parce que si l'intersection n'était pas vide, on aurait un point qui appartiendrait à cette intersection. Et dans ce cas-là, on aurait H qui serait égal à M direction de H, H flèche, et on aurait aussi H' qui serait égal à M, et puis même direction, donc il serait confondu. Voilà. Donc ça, le fait qu'il existe un unique sous-espace affine passant par A parallèle à H, c'est aussi un des axiomes d'Euclide. Par une droite et un point, alors lui disait par une droite et un point extérieur à cette droite, il existe une unique droite passant par ce point et parallèle à la droite. Si deux sous-espaces affines H et H' sont parallèles, et si leur intersection n'est pas vide, alors H est égal à H'. C'est ce qu'on vient de démontrer, parce que dans ce cas-là, leur intersection n'étant pas vide, il y a un point M dedans, et on peut dire que H c'est ça, H' c'est ça aussi, donc ils sont confondus. Si H parallèle à H' et que... Alors, H égale H' ou H inter H' est égal à 8. Voilà. Donc, si H inter H' est différent du vide, on a vu qu'ils étaient confondus, et sinon c'est vide. Alors, ça c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, non, on ne l'a pas vu avant. C'est possible, il suffit de prendre A qui n'appartient pas à H et de considérer H' égale AH. D'accord? Dans ce cas-là, H et H' ne sont pas confondus puisque A appartient à H', mais A n'appartient pas à H. D'accord? Voilà. Et donc, comme ce n'est pas confondu, mais leur intersection est vide. Extension du parallélisme. Alors, c'est là la définition qu'on dit au sens large. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là, parce que dans ce cas-là, quand les droites sont parallèles et qu'elles ont une intersection vide, d'accord? C'est-à-dire dans ce cas-là, on dit souvent qu'elles sont strictement parallèles. D'accord? Quand elles sont confondues, elles sont parallèles aussi, mais on aura plutôt tendance à dire qu'elles sont confondues. Là, c'est une autre définition. On prend deux sous-espaces affines H et H', et on va dire qu'elles sont parallèles si la direction de l'une est incluse dans la direction de l'autre. C'est-à-dire soit la direction de H est inclue dans celle de H', soit la direction de H' est inclue dans celle de H. D'accord? Donc on a alors dans ce cas-là, on a alors H inclus dans H', où H inter H' est égal à vide. D'accord? Alors, si je mets en plus ce cas-là, ça me fera où H' est inclus dans H. Voilà ce qu'on a. Alors, démonstration.
Donc là, je vais supposer ça, H inclus dans H', et je vais supposer que H inter H' est différent du vide. Donc je prends un point qui appartient aux deux, mais à ce moment-là, H, il est défini par ce point et par sa direction, et comme sa direction est inclue dans celle de H', je peux dire que cet ensemble est inclus dans AH'. Je rappelle que ça, c'est l'ensemble des A plus U, U appartenant à H. Donc il est inclus dans l'ensemble des A plus U, U appartenant à H'. Et ça, c'est le sous-espace H'. Donc j'ai bien H qui est inclus dans H'. Voilà. Idem si au départ j'avais pris H' inclus dans H, j'aurais obtenu H' inclus dans H. Le cas H inter H', là aussi, est tout à fait... Le cas H inter H' est égal à vide, et là aussi tout à fait possible. Si H' n'est pas l'espace tout entier, je choisis un point A qui n'appartient pas à H', et je considère H qui est AU, alors où U est un vecteur non nul de H'. D'accord? Donc dans ce cas-là, évidemment, c'est une droite, hein, ça. C'est une droite, et la droite vectorielle engendrée par U est inclue dans H'. C'est-à-dire qu'on a U, cette droite, elle est inclue dans la direction de H'. Voilà. Alors H n'est pas inclus dans H', bien sûr, puisque j'ai pris A qui appartenait à H, mais A qui n'appartient pas à H'. Voilà. Donc comme H n'est pas inclus dans H', hein, je vais avoir H inter H' qui est égal à vide. Une remarque rapide, parce que tout a déjà été démontré, si D et D' sont deux droites affines d'un espace affine A de dimension supérieure ou égale à 2, soit leurs directions sont les mêmes, donc les droites sont parallèles, et alors soit elles sont confondues, soit leur intersection est égale à vide, soit la direction de D n'est pas égale à la direction de D', dans ce cas-là, la direction de D inter la direction de D' est égale au vecteur nul, et alors D inter D' est égal à vide, ou D inter D' est égal à A. Donc ça a été démontré pour deux sous-espaces affines quelconques. Quand ils ont la même direction, eh bien, soit ils sont égaux, soit leur intersection est vide. D'accord ? Et là aussi, on l'a démontré pour deux sous-espaces affines quelconques, quand leur intersection est réduite à 0, alors quand l'intersection des directions est réduite à 0, alors soit leur intersection est vide, soit c'est un singleton. C'est-à-dire qu'ils sont séquents. D'accord ? Bon, alors ce qu'il faut voir, c'est que donc tout a été fait. Dans ce cas-là, si la dimension de A est égale à 2, alors nous verrons que D et D' sont séquentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce cas-là. D'accord ? Si la dimension de l'espace est supérieure à 2, donc supérieure ou égale à 3, alors ce cas-là est tout à fait possible. Voilà. Propriété. Si A et B sont deux points distincts du sous-espace affine grand H de l'espace affine grand A, alors la droite AB est inclue dans H. En effet, je considère le vecteur U égale vecteur AB, qui est non nul parce que A et B sont distinctes, et la droite AB, c'est l'ensemble des A plus lambda U, lambda appartenant à K. Donc c'est inclus dans l'ensemble des A plus V, V appartenant à H, parce que lambda U appartient à H, vu que AB appartient à H, donc le vecteur U égale vecteur AB appartient à H, et donc lambda U aussi. Donc cet ensemble est inclus dans celui-là, donc la droite AB est inclue dans H. On considère maintenant une droite D, un sous-espace affine H de l'espace affine grand A. On suppose que l'espace affine grand A est de dimension supérieure ou égale à 2. Alors, je ne prends pas forcément un hyperplan, là. Donc je ne vais pas avoir forcément des... Il y a des choses que je pourrais dire avec des hyperplans que là je ne vais pas pouvoir dire. Là je prends un sous-espace affine. Alors, soit D est inclus dans H,
soit D inter H est égal à vide. Là, si c'était un nid de Pierre-Plan, je pourrais dire quelque chose. Je pourrais dire que la direction de D est incluse dans la direction de H. Ou bien D inter H est un singleton. Alors, démonstration. D'abord, la première situation, D est inclus dans H, est possible, en prenant A et B distinctes appartenant à H, et en considérant la droite D et la droite AB, donc elle est inclue dans H. Petit 2, supposons maintenant que D n'est pas inclus dans H, et montrons qu'on a ça ou ça. Donc si D est inter H est différent de vide, alors A appartient à D inter H, et c'est le seul point de D inter H, sinon il y aurait un autre point B. Et à ce moment-là, la droite AB serait aussi dans H. D'accord? Et donc on aurait D inclus dans H, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse. Donc on a D inter H qui est égal à vide. Le cas D inter H égale vide, d'ailleurs, est possible. Il suffit de prendre A n'appartenant pas à H et un vecteur U appartenant à H, différent de 0, et de considérer la droite D égale à U. Bon, elle vérifie sa direction D est inclus dans celle de H. Donc, ce qui va se passer, c'est que soit D est inclus dans H, soit D inter H est égal à vide. Mais D n'est pas inclus dans H. D n'est pas inclus dans H parce que le point A, qui appartient à D, n'appartient pas à H. Donc D inter H est égal à vide. Alors, le cas D inter H est un singleton, c'est possible aussi, parce que on prend A appartenant à H, on prend un vecteur U qui n'appartient pas à la direction de H. Alors ça c'est possible parce que H est différent de A. Et on prend la droite D qui est la droite AU. Eh bien, A appartient à D inter H. Donc D inter H est différent du vide. Il est différent du vide, mais D n'est pas inclus dans H. D n'est pas inclus dans H parce que la direction de D n'est pas incluse dans la direction de H. D'accord? Parce que U appartient à la direction de D, mais n'appartient pas à H. Donc, forcément, il ne reste que ce cas-là, D inter H est égal à. Définition, soit une droite D est un sous-espace affine grand H. Si D inter H est égal à A, ben on dit que D et H sont séquents A. Exemple, si je prends pour A le plan vectoriel contenant un point défini par un point O et puis deux vecteurs indépendants IJ, eh bien la droite D égale OI et la droite H égale OJ sont séquentes en haut. Parce que si j'essaye de faire M appartenant à D inter H, j'aurais M qui serait égal à O plus lambda I et O plus mu J. Ça me donne rapidement lambda égale mu égale O, donc M égale O. C'est une démonstration que j'ai déjà faite. Propriété, soit H une partie de l'espace affine grand A, une partie non vide. C'est un sous-espace affine de A si et seulement si, à chaque fois qu'on prend deux points distincts A et B appartenant à H, la droite AB est inclue dans H. Alors, dans ce sens-là, ça a déjà été démontré, donc on va démontrer la réciproque. Comme H est non vide, on prend un point O appartenant à H et on considère grand H, l'ensemble des OM, vecteur OM, tel que M appartient à H, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs U, tel que 0 O plus U appartient à H. On sait qu'il faut démontrer que ça c'est un sous-espace vectoriel de la direction de A. Soit lambda appartenant à K, vecteur U appartenant à H, donc M est égal à O plus vecteur U appartient à H, puisque vecteur U appartient à grand H. Et donc, j'appelle P égale O plus lambda U. Donc, vecteur OP est égal à lambda vecteur OM. Si M est égal à O, alors vecteur OP est égal à vecteur nul, donc P égale O qui appartient à H. Donc P appartient à H, et lambda U appartient donc à H, puisque O et P appartiennent à H. Si M est différente de O, alors cette relation montre que P appartient à la droite OM, et la droite OM est inclue dans H, donc P appartient à H. Et donc on a encore lambda U qui est égal à vecteur OP qui appartient à H. Soit maintenant deux vecteurs UV. Si U est égal à vecteur nul, ben U plus V est égal à V, et donc ça appartient à H. Et idem, si vecteur V est égal à vecteur nul, U plus V est égal à U qui appartient à H. Supposons donc que les deux soient non nuls. A égale
O plus U, B égale O plus V, donc tous les deux appartiennent à H. Si U est différent de V, alors A est différent de B. Et je considère alors le I le milieu de AB. Vecteur AI égale 1,5 de vecteur AB, donc I appartient à la droite AB, parce qu'on savait, le milieu appartient à la droite AB, qui est inclus dans H, donc I appartient à H. Mais M, qui est égal à O plus U plus V, ça veut dire vecteur OM égale vecteur OA plus vecteur OB. Or ça, comme I est le milieu de AB, ça fait 2 vecteurs OI. Donc là, si I n'est pas égal à O, donc on va avoir une droite OI. Donc M appartient à la droite OI, puisque vecteur OM égale 2OI. Donc, et comme la droite OI est inclue dans H parce que I et O appartiennent à H, on en déduit que M appartient à H. Donc U plus V qui est égal à vecteur OM appartient à H. Si I est égal à O, alors vecteur OM est égal à 2 fois vecteur nul, donc vecteur nul, et donc le point M est égal au point O qui appartient à H. Voilà. Alors maintenant, si U est égal à V, eh bien on a M égale O plus U plus, V est égal à U, donc 2U plus U, donc O plus 2U, donc vecteur OM égale 2 vecteurs OA. Et comme j'ai pris U différent du vecteur nul, vecteur OA ici, O est différent de A. Donc ça veut dire ça que le point M appartient à la droite OA, qui est inclus dans H. Donc M appartient à H, et donc j'ai encore OM qui appartient à H, donc U plus V qui appartient à H dans tous les cas. Et donc là, j'ai démontré que U plus V appartient à H, et j'ai démontré que lambda U appartient à H, donc H est bien un sous-espace vectoriel de la direction de A, et donc j'ai bien un grand H qui est un sous-espace affine de l'espace affine grand A. Propriété, soit une droite D et un hyperplan H de l'espace affine A de dimension A et de dimension supérieure ou égale à 2. Bien, D et H sont séquences si et seulement si direction de D inter direction de H est réduit au vecteur nul. Démonstration, supposons que D et H soient séquents en haut, et considérons un vecteur U non nul de D de direction de D inter direction de H. À ce moment-là, considérons M égale 0 O plus vecteur U. Alors comme O appartient à D et que U appartient à la direction de D, M va appartenir à D. Et comme O appartient à H et que U appartient aussi à la direction de H, M va appartenir à H. Et comme U est différent de 0, M est différent de O. D'accord? M est différent de O, et M et O appartiennent à D inter H. C'est contradictoire avec le fait que D inter H est séquent en haut. D'accord? Voilà. Donc, d'où on déduit que U est forcément nul. Il y a une contradiction. Donc, puisque U est forcément nul, D, direction de D, inter, direction de H, est réduit au vecteur nul. Réciproquement, si on suppose que D, direction de D, inter, direction de H, est réduit au vecteur nul, alors D n'est pas inclus dans H. Sinon, on aurait direction de D inclus dans direction de H, et donc la direction de D, inter, direction de H, ça serait la direction de D, et donc ça serait non nul, bien sûr. Donc D inter H est égal à vide, où D inter H est un singleton. Alors H, on sait que c'est un hyperplan, et que D inter H est réduit à 0. Donc, cours d'algèbre, on en déduit que D plus H est une somme directe, et qui donne l'espace vectoriel entier. C'est-à-dire que D et H sont supplémentaires. Ça c'est facile, c'est parce que la dimension de D est égale à 1, que la dimension de H est égale à n-1, que ça c'est une somme directe, donc la dimension de ça fait n, et puis c'est gagné. Enfin, en dimension finie, en tout cas c'est comme ça qu'on peut faire. En dimension infinie, on fait autrement. Voilà. Donc, cours d'algèbre, que ce soit en dimension finie ou infinie, on a ça. Alors maintenant, soit O, un point de D, A, un point de H, U, un vecteur directeur de la direction de D, eh bien, OA peut se décomposer en suivant la somme directe sous la forme lambda U, puisqu'on est dans D, plus H, où H appartient donc au vecteur
à la direction de H. Soit M appartenant à la droite D, je vais avoir OM qui sera égal à mu U, hein, puisque U est un vecteur directeur de D et que O appartient à D. Et puis vecteur AM, j'applique Schall, ça fait vecteur AM égale vecteur OM moins vecteur OA. Et donc ça va faire mu U moins ça, et je mets donc en vecteur, moins H. Alors M appartient à H, il y a seulement si vecteur AM a une composante nulle suivant U, c'est-à-dire si et seulement si lambda moins U est égal à 0. Et donc en fait il n'y a qu'un point qui convient, c'est le point qui vérifie OM égale lambda U, hein, puisque mu est égal à lambda. C'est-à-dire B égale O plus lambda U. Donc ce point-là appartient à D inter H. Bon, on vient de démontrer en fait que c'est l'unique point, hein. Mais on peut dire aussi, on peut conclure aussi de la façon suivante, en disant H inter D est donc différent du vide, et donc quand il est différent du vide, eh bien ça veut dire que H et D sont séquents et réduits à un singleton. Voilà. Donc la démonstration est terminée. Conséquence, si D est une droite et H un hyperplan, soit direction de D inter direction de H est réduit au vecteur nul, et alors D et H sont séquents, et D inter H est égal à A, c'est ce qu'on a vu avant, soit D est inclus, direction de D est inclus dans direction de H, c'est-à-dire que D est parallèle à H au sens large, et alors on a soit D qui est inclus dans H, ou D inter H qui est égal à vide. Démonstration, donc ça, ce cas-là a déjà été fait. Si c'est pas ce cas-là, ça veut dire que D est inclus dans H, hein, c'est-à-dire on prend un vecteur U de D. Si une droite intersection un sous-espace affine n'est pas réduit à 0, ça veut dire qu'elle est incluse dedans, les droites vectorielles, hein, je parle. Donc ça veut dire que D inter H est différent de 0, alors il existe U différent de 0 qui appartient à D inter H, direction de D inter direction de H. La direction de D, elle est donnée par U, bien sûr, hein, et elle est inclue dans H. Elle est inclue dans H. Donc direction de D est inclue dans direction de H. Si D n'était pas inclus dans H, alors on sait que D inter H est vide ou un singleton. D'accord ? Comme ça ne peut pas être un singleton, parce que si D inter H était un singleton, à ce moment-là, d'après ce qu'on a démontré ici, donc singleton, ça veut dire que c'est séquent, on aurait direction de D inter direction de H qui serait égale à 0. Et donc on n'est pas dans ce cas-là. Hein. Donc comme on n'est pas dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. D inter H est donc égal à vide. Voilà. Donc si la direction de D est incluse dans la direction de H, soit D est inclus dans H, et si D n'est pas inclus dans H, on vient de démontrer que D inter H est égal à vide. Donc la propriété est bien démontrée. Les trois cas sont possibles. Si H est un hyperplan de A, on va choisir A appartenant à H, B n'appartenant pas à H, un vecteur U qui appartient à la direction de H, un vecteur W qui n'appartient pas à la direction de H. On prend la droite D est égale à la droite passant par A dont la direction est donnée par le vecteur U. Bon, celle-là, elle est inclue dans H parce que A appartient à H et que U est un vecteur de H. D'accord ? Donc en fait, ça c'est la droite D définie. Ouais, c'est ça. Donc elle est inclue dans H et donc là je suis dans l'inclusion. Donc là c'est un des cas que j'ai vu précédemment. Maintenant, si je prends, au lieu de prendre ça, si je prends D égale AW, cette fois-ci W n'est pas dans H. D'accord ? Alors je vais avoir D inter H qui sera. Alors D et H seront séquents en fait en A. Pourquoi ? Parce que, alors déjà je sais que A il appartient à H et puis à D, et puis la direction de D n'est pas inclue dans H. Parce que W n'appartient pas à la direction de H. Donc comme D n'est pas inclus dans H, eh bien j'ai D inter H
qui est égal à A. Et puis enfin, le dernier cas, je prends la droite D égale BU. Alors je rappelle que B n'appartient pas à H. Alors, D inter H est égal à vide. Pourquoi? Parce que comme U appartient à la direction de H, eh bien je vais avoir la droite D sa direction est inclue dans celle de H, mais D n'est pas inclus dans H, car B n'appartient pas à H. B qui appartient à D n'appartient pas à H. D'accord? Donc forcément, D inter H est égal à vide. Et donc j'ai bien prouvé que les trois cas étaient possibles. Réciproquement, soit dans le plan P, une droite D1 égale droite AB, D n'appartenant pas à D1, donc T1, D n'appartenant pas à D1, D2 la parallèle à D1 passant par D, d'accord, parallèle à D1, et alors on sait que AD et D2 sont séquentes en D, et je vais construire D3 la parallèle à AB passant par B. D3, cette droite-là, parallèle à AD, qui passe par B. D'accord? Voilà. Donc en fait, comme la droite AB, AD et la droite D2 sont séquentes, la parallèle à AD va être séquente aussi à D2. Donc D3 et D2 sont séquentes en un point que j'appelle C. Alors ABCD est un vrai parallélogramme. Démonstration. Donc D1 c'est la droite AB, c'est la droite définie par le point A et le vecteur AB. D2 c'est la droite qui passe par D qui est parallèle à B, donc c'est D et aussi avec un vecteur directeur AB. La droite AD elle passe par A, vecteur directeur AD. Et donc la droite D3 qui est parallèle, elle passe par B, vecteur directeur AD. C appartient à D2. Alors D2 c'est ça. Donc ça veut dire que DC est égal à lambda fois AB. C appartient à D3. D3 c'est ça. Donc ça veut dire que BC est égal à mu AD. Alors j'écris que BD c'est BC plus CD, chal. Donc ça fait mu AD plus moins lambda AB. D'accord? Et donc ça fait que AD moins AB est égal à ça. Et je fais passer les AD de l'autre côté, ça fait 1 moins mu AD, et puis AB aussi de l'autre côté, plus lambda moins 1 AB égale à 0. Mais ces deux vecteurs-là sont indépendants, donc les coefficients sont nuls, puisque j'ai une combinaison linéaire nulle. Donc mu égale 1, lambda égale 1, et donc je remplace ici, d'accord, et ici, et ça fait vecteur DC égale AB, cette égalité me suffit. Hein, vecteur DC égale AB, ça me suffit pour dire que ABCD est un parallélogramme. C'est même un vrai parallélogramme. Soit un quadrilatère, alors, conclusion, soit un quadrilatère ABCD dans le plan, hein, je suis toujours dans le plan, tel que trois points quelconques ne soient pas alignés. Trois points quelconques ne soient pas alignés. Donc en plus, ils sont 2 à 2 distincts, bien sûr. Alors, ABCD est un parallélogramme si et seulement si les côtés opposés sont parallèles. Ça implique ça, on l'avait déjà démontré. Et quand on suppose ça, on se retrouve dans cette configuration-là, d'où on déduit qu'on a un parallélogramme. Propriété. Soit E a un K espace vectoriel de dimension n supérieur ou égal à 2, H1, H2, deux hyperplans de E, donc leur dimension est égale à n-1, eh bien, soit H1 est égal à H2, soit H1 inter H2 est un sous-espace vectoriel de dimension n-2. Alors on démontre ça, en fait, pour démontrer la propriété suivante sur les hyperplans infinis. Ça, c'est un résultat qu'on va trouver aussi en algèbre linéaire. Bon, ben, je le redémontre ici. On se passe d'abord dans le cas n supérieur à 2, et on prend évidemment H1 différent de H2. Alors H1 inter H2 est différent du vecteur nul, sinon on aurait ici une somme directe qui serait un sous-espace vectoriel de dimension n-1 plus n-1, c'est-à-dire 2n-1. Et 2n-1 c'est supérieur à n parce que si je manipule cette inéquation, je trouve bien que n est supérieur à 2. Donc évidemment, c'est pas possible. Donc H1 inter H2 est différent du vecteur nul. H1 n'est pas inclus dans H2 parce que
H1 et H2 ont la même dimension. Donc si H1 était inclus dans H2, H1 serait égal à H2. Donc il existe, et on a supposé H1 différent de H2. Donc il existe U2 qui appartient à H2 mais pas à H1. Donc entre autres, il n'est pas nul. H1, donc on sait, résultat d'algèbre linéaire sur les hyperplans vectoriels, que H1 somme directe U2 est égal, enfin la droite engendrée par U2 est égale à E. Mais H1 plus U2, c'est inclus dans H1 plus H2 parce que la droite U2, elle est inclue dans H2. Donc, j'en déduis que H1 plus H2 est égal à E. Dimension de H1 plus H2, formule de Grassmann, est égale à dimension de H1 plus dimension de H2 moins dimension de H1 inter H2. Ça me donne n égale n-1 plus n-1 moins cette dimension. Et d'où j'ai déduit dimension de H1 inter H2 est égale à n-2. Alors ce résultat reste vrai si n égale 2, parce que si n égale 2, on est dans le plan vectoriel. Hein. Et alors, si les droites, donc j'ai affaire à deux droites, H1 et H2, ce sont des droites qui ne sont pas égales. Donc ça veut dire qu'elles sont dirigées par des vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Et donc leur intersection est réduite au vecteur nul. Et la dimension de H1 inter H2, c'est la dimension de cet espace, et c'est 0. Et donc ça correspond bien à 2 moins 2 égale 0. Propriété, soit H1 et H2, deux hyperplans affines de l'espace affine grand A de dimension n supérieure ou égale à 2, soit leurs directions sont égales et alors H1 égale H2 ou H1 inter H2 est égal à vide, soit H1 inter H2 est un sous-espace affine de dimension n-2. Alors ça, je ne vais pas le faire, hein, je l'ai déjà fait. Hein. Si les deux sous-espaces ont la même direction, alors ils sont égaux ou bien leur intersection est vide. Donc, je suppose que H1 n'a pas la direction de H2. Alors, j'appelle H égale H1, direction de H1, inter direction de H2. Je sais que c'est de dimension n-2 parce que je l'ai démontré avant. H de plus est inclus dans H1, il est dimension n-2. Lui, il est dimension n-1. Donc H1 peut s'écrire H somme directe U1 avec U1 qui appartient à H1 mais pas à H. Donc H1 moins H. D'accord ? De même, H2 va s'écrire H somme directe U2 avec un vecteur U2 qui appartient à la direction de H2 privé de H. U2 appartient à H2 moins H. Donc U2 n'appartient pas à H1. Parce qu'il appartient déjà à H2, sinon il appartiendrait à H1 inter H2 égale H. D'accord? Mais il n'appartient pas à H. Donc il n'appartient pas à H1. Donc comme U2 n'appartient pas à H1, H1, enfin direction de H1, somme directe U2 est égale à A. Bon. Alors maintenant prenons deux points A1 et A2 appartenant à H1 plus H2. Croix H2, pardon. Donc A1 appartenant à H1, A2 appartenant à H2. Alors comme A1 appartient à H1 et que U1 appartient à la direction de H1, M égale A1 plus lambda 1 U1 appartient au sous-espace affine, enfin l'hyperplan affine H1. A1, vecteur A1, A2, qui appartient à la direction de A. La direction de A, c'est H1 somme directe U2. Donc il va s'écrire, et H1 c'est H somme directe U1. Donc ça fait ça. Donc il va s'écrire comme H, où H appartient à grand H, plus un certain nombre de fois U1, donc A1 U1, plus un certain nombre de fois U2, A2 U2. A2M est égal à A1M moins A1 A2. Donc ça va faire A1M lambda 1 U1 moins H moins A1 U1 moins A2 U2. Et je sais que l'espace affine A est égal à H2 plus H2 plus U1, parce que U1 n'appartient pas à H2. D'accord ? Voilà. Tout ça, c'est les propriétés. J'utilise plusieurs fois la même propriété. J'ai un hyperplan, je prends un vecteur qui n'est pas dans l'hyperplan, et je fais la somme directe de l'hyperplan et de la droite engendrée par ce vecteur-là. Donc là, je vais arranger un petit peu ça. Vecteur A2M va être égal à moins H moins A2 U2. Ça appartient à H2, parce que le H appartient à grand H qui est inclus dans H2, et ça appartient aussi à H2. Plus lambda 1 moins U1, lui évidemment il appartient à la droite U1,
Donc là, j'ai une décomposition suivant H2, somme directe U1. Donc, M appartient à H2, ça équivaut à dire que A de M appartient à la direction de H2, d'accord? Et donc, pour qu'il appartienne à la direction de H2, il faut que ça soit nul. Donc, ça équivaut à dire que lambda 1 moins 1 est égal à 0. Et dans ce cas-là, mon point M va être égal à A1 plus A1 U1. D'accord? Voilà. Alors, le 1, il provient de ça. Hein, d'accord? Le A1, A2, là, il n'a rien à voir avec M. Hein, d'accord? Le 1, là, il est fixé, je prends celui-là. Donc, je prends celui-là. Bon, bah, de toute façon, M, il appartient bien à H1, vu que c'est 1 point de H1 plus un certain nombre de fois U1, il appartient à H1. Il appartient aussi à H2, puisque M, il est égal à A2 moins H moins A2U2, qui appartiennent à la direction de H2. Donc là, j'ai trouvé un point M qui appartient à H1 inter H2. Donc H1 inter H2 est différent du vide. Comme sa direction, c'est la direction de H1 inter la direction de H2, eh bien, elle est de dimension n-2. Donc, H1 inter H2 est un sous-espace affine de direction n-2.